Bonjour à tous, voilà, à Koufou, je viens présenter donc le deuxième podcast qui va être en fait sur tout ce qui est scénario, construction de scénario et sur les incontournables et on va aussi finir avec une présentation d'univers et je suis pas seul de nouveau, il y a Ben, mon oncle Ben qui est là. Et Ben, comment ça va? Comment ça s'est passé pour Noël, pour Nouvel An? T'as repris des JDR? J'ai malheureusement pas repris les JDR, nouvel an, Noël, ça s'est très bien passé, je suis très content d'être de retour, sans détour. Ah, tu es au courant quand même qu'on a un JDRL 5R quand même à finir. On a un JDR 5R et peut-être qu'on va commencer du Star Wars aussi apparemment, hein. Ça va être un Ouais, grand moment. ouais. En parlant de Star Wars, j'en ai ce soir. Bah écoute, pour bien commencer cette année, j'ai commencé par les bonnes résolutions. Donc, j'ai du jeu de rôle en voilà, du Star Wars, Légende des Cinq Anneaux, et justement, j'ai prévu plein d'aventures. Ça va justement me permettre d'introduire le premier sujet, qui est comment est-ce qu'on prépare une aventure, comment est-ce qu'on fait pour tout prévoir en fait. C'est quoi notre terrible secret? Dis-moi Ben, tu es du style à faire tes scénarios ou à prendre des livres qui te disent voilà, le scénario ça va être ça, 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 et voilà ce que vous devez faire. Alors moi j'ai toujours été de l'école de on fait ses propres scénarios, quitte à ce qu'ils soient pas incroyables, mais j'ai toujours préféré faire moi-même. Maintenant il n'y a rien de honteux à prendre des scénarios qui sont déjà faits, c'est souvent plus simple, c'est mieux écrit que c'est quand même des professionnels qui les écrivent ou des gens qui ont beaucoup d'expérience, donc on a plus vite des scénarios très riches en prenant des scénarios tout faits. J'ai toujours l'impression de piquer un peu le travail de quelqu'un d'autre quand je le fais, donc moi j'aime bien créer mes propres histoires. Et dis-moi, est-ce que tu penses que tu maîtrises toujours ton scénario? Absolument pas. Je maîtrise la partie, mais pas le scénario. D'ailleurs, ce serait triste, sinon il n'y a pas d'intérêt à faire du jeu de rôle, vu que le but c'est aussi de construire l'histoire ensemble. Donc non, absolument pas. Je maîtrise pas le scénario. Alors, je t'avoue que j'ai fait quelques petites recherches pour l'épisode en question, parce que je t'avoue que moi, les scénarios tout faits comme toi, j'aime pas trop, mais bon, ça n'empêche pas qu'il y en a qui aiment énormément cette richesse que ça offre, et puis ça donne beaucoup d'idées. Mais j'ai besoin toujours de mettre ma petite touche, comme je l'appelle. J'ai trouvé pas mal d'idées, et au final, dans ces aventures, est-ce que toi tu as une petite touche dans tes aventures? J'essaie toujours de mettre un petit peu d'humour dans mes aventures, c'est chouette. Souvent, ça permet aux gens de mieux mémoriser certains détails. Si vous donnez des noms un peu rigolos à certains personnages, ça aide beaucoup, je trouve. Donc, au dernier épisode, en plus d'avoir fait mes recherches, ça a été plus l'exploitation du schéma narratif qu'on a parlé au dernier épisode, et aussi la découverte d'une chaîne très connue, mais pas du tout en fait, qui s'appelle Orc-ID. Orc-ID, voilà, c'était sympa. Euh, et ils ont fait des conférences sur le jeu de rôle, où ils ont présenté plusieurs sujets. Donc il y a un côté très universitaire, très long, où il faut prendre des notes, il faut savoir se concentrer suffisamment longtemps et tout ça. Donc moi je l'ai tapé par étapes parce que le son en plus était dégueu, comme chez moi. Et donc, je mettrai tout ça en description, mais en gros, ils ont exploré donc plusieurs méthodes de construction de jeux de rôle, où j'ai aussi trouvé dans des bouquins, hein, bien évidemment. Je mettrai évidemment toutes les infos en description. Mais au final, la construction de scénario, c'est un peu propre à chacun. Enfin, tu me corriges si tu penses pas pareil, hein, bien évidemment. Mais c'est facile de dire ça, mais vous nous avez pas écouté en vain. Rassurez-vous, on va vous filer quelques techniques d'écriture. Donc il y a la première qui est celle de la ligne directrice, donc le scénario linéaire, donc comme tu as dit dans les bouquins, c'est étape 1, les aventuriers rentrent dans l'auberge. Étape 2, il y a un mec qui arrive dans l'auberge et ce mec-là tape scandale. Étape 3, le mec et tu fais des étapes pour tout en fait, un peu comme dans des cases de BD. Et les joueurs ont des choix, mais effectivement ça fait très railroad, ça fait très chemin de fer. Si tu changes d'aiguillage, il doit avoir un aiguillage. Tu peux pas sortir des rails, quoi. C'est effectivement peu flexible, mais le cadre est très rassurant, mine de rien, pour les joueurs. Donc c'est un peu ce qu'on a eu un peu du mal, nous, mais pour commencer, je trouve que c'est une bonne idée au final, hein.
Oui, puis souvent les scénarios sont de meilleure qualité entre guillemets, si c'est ça qui intéresse les joueurs, c'est d'avoir une histoire bien ficelée avec, peut-être des rebondissements ou des personnages qui sont, des traîtres finalement ou qui ont des connexions qu'on n'imaginait pas dès le début. Ce genre de scénarios qui sont travaillés dès le départ avec une histoire complexe, ça permet ça. Maintenant, comme tu le dis, le défaut, c'est que si tu tombes sur des joueurs qui sont un peu en mode rock'n'roll et qui ont décidé que, quoi qu'il arrive, ils voulaient pas suivre, les indices et qu'ils voulaient suivre leur propre voie, bah, ils risquent de vite sortir. Alors soit tu as le choix, soit tu les laisses effectivement sortir et alors du coup, bah, tu perds un peu l'avantage de ton scénario tout fait vu qu'eux partent sur autre chose. Soit tu essayes de les recadrer et là tu as l'autre problème où ils vont avoir l'impression que, bah, ils prennent pas vraiment de décision vu que tu as toujours tendance à les réaiguiller sur tes rails comme tu dis et donc Oui, ou alors, comme tu dis, c'est bon, bah, j'ai prévu qu'ils partent à gauche. J'avais prévu que s'ils allaient à gauche, il y avait des fantômes et tout qui sort. Ah, ils prennent à droite. Bon, bah, je peux tout jeter, quoi. Mais effectivement. Et bah, toi, tu n'en as jamais fait. j'en ai déjà joué, eu la chance d'avoir des MJ qui jouaient des scénarios tout faits, mais moi en faire jouer jamais, non. Ok. La deuxième technique, donc c'est une vidéo justement d'Orchidée par un certain Eric Newdan. J'espère que je le prononce bien. Donc lui, il montre en fait trois composants qu'il va falloir maîtriser en fait et qu'il va falloir tempérer dans la création de son scénario. J'explique parce que c'est un petit peu technique. Donc il y a la narration qui va être plus le moment cinématique avec les formes, le style, l'univers. C'est vous arrivez dans un bar où vous voyez qu'il y a une énorme cheminée. Au-dessus de la cheminée, vous voyez toutes les trophées de chasse du tavernier qui est en fait un chasseur reconverti. Et voilà, c'est les joueurs écoutent et il y a des indices, etc. C'est du narratif. Ensuite, il y a la planification, donc un peu comme on a prédit, c'est-à-dire qu'on a dit, voilà, l'acte 1, c'était de la narration, l'acte 2, ben, c'est quand même, ils vont passer un petit temps dans la taverne, s'ils ont envie de partir en YOLO, ils partent en YOLO, mais techniquement, le tavernier est là, c'est un mec qui fait 4 mètres de haut, qui a des biceps, enfin, qui a des bras en tronc d'arbre, qui est capable de te péter la gueule, et il va te dire gentiment, tu te calmes ou je te calme, et tu peux repartir sur ça, mais et lui il va donner la quête et après les gens, on a prévu que les gens puissent aller sur la quête, etc. Voilà. Ça c'est le deuxième élément, c'est le niveau planification et il y a l'événement, enfin il y a l'élément interactivité. C'est dire ok, à ce moment-là, j'ai prévu que mes joueurs puissent faire ce qu'ils veulent. C'est leur dire voilà, on part un petit peu pas en sandbox, mais en dire en free total, mais c'est dire voilà, à ce moment-là, j'ai prévu que c'est pas de la narration. Dans ma planification, c'est le moment où les joueurs peuvent faire quelque chose. Et ils sont invités à faire tout ça un peu ce qu'ils veulent. Mais effectivement, on les a déjà guidés vers l'endroit grâce au côté narratif. Donc c'est avec ces trois lignes directrices que vous créez en fait que vous pouvez faire votre scénario. Alors, moi j'ai déjà testé, ça passe, c'est assez bien. Il y a une grosse part d'improvisation aussi à certains moments. Il y a une grosse part de l'exercice de toujours dire oui à ses joueurs. Il y a le oui mais il y a le oui aussi dans le oui mais. Voilà, ça c'est la deuxième petite tips qu'on va vous donner. Toi, ça te parle quand je te dis ça ou pas du tout? Ouais, non, ça fonctionne bien, comme méthode, c'est super classique, mais je pense que c'est la méthode la plus utilisée, hein, quand on fait un scénario, Oui, mais du coup, enfin, t'as une ligne directrice, mais elle est très faible en fait. T'as même pas besoin de ligne directrice en fait. T'as mais juste trois pôles et c'est un peu utopiste, hein, d'avoir vraiment une ligne directrice, très très forte en se disant: «Ils vont bien faire tout ce que je veux», ça se passe quasiment jamais comme ça. voilà. Je suis tout à fait d'accord. Ça ne se passe de toute façon jamais comme prévu. Sinon, il y a l'improvisation conséquentielle. Donc ça, c'est super simple. Il te faut un joueur phare à table
et c'est lui qui fait l'aventure. Tu vois de quoi je parle? Oui, on a tous déjà connu ça. Mais ça, Donc, c'est le classique, hein. Tu parlais de l'histoire du tavernier très musclé qui dit aux joueurs de se calmer. Et il y en a toujours bien un, enfin souvent, qui va pas se calmer parce qu'il a passé une mauvaise semaine et qu'il a besoin de se défouler et qu'il a pas envie qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Donc lui, il va tenir tête au tavernier, donc il risque de se faire foutre dehors. Du coup, il se retrouve par terre dans la rue avec son derrière dans la boue. Et puis là, une autre histoire commence parce qu'il se passe des choses. parce Ils se font poursuivre par les gardes et finalement, ils décident de foutre le feu à un quartier pour faire diversion, pour s'enfuir de à l'autre l'auberge, à côté. l'auberge. Voilà, ça Les grands c'est. classiques. Et finalement, ben, la soirée se passe comme ça, et tout le monde se marre, mais le scénario n'a absolument pas avancé comme vous vouliez. Mais donc effectivement, ça va être un côté très sandbox. Donc en fait, le but de l'improvisation conséquentielle, c'est pas spécialement partir en YOLO 100%, bien évidemment, mais c'est vous munir d'un maximum d'outils pour votre improvisation avec des cartes mentales, des diagrammes, des listes de PNJ, les PNJ clés, et vous pouvez partir en... ça s'appelle aussi sandbox, mais je préfère dire improvisation conséquentielle, parce que sandbox, il y a vraiment ce côté full liberté. Ici, il y a quand même deux, trois trucs qui sont là. Après, quand vous travaillez votre scénario, les joueurs le voient très vite, et ils sont habituellement très satisfaits quand ils voient que vous avez des PNJ riches, que vous avez évidemment tout l'univers et qui peuvent en fait faire un petit peu ce qu'ils veulent. Même si dans ce côté-là, même sandbox, il y a des règles, il y a un cadre, etc. On peut pas passer le quatrième mur comme Deadpool, c'est un petit peu... on ne sait pas toujours faire ça, quoi. Ensuite, il y a le mentorat. Alors, le mentorat, c'est prendre les joueurs par la main, un peu comme avec des enfants. Et vous avez donc prévu, en fait, votre aventure. C'est pas, les joueurs ne sont pas spécialement le joueur principal. Ils ont soit un mentor, soit un guide, un accompagnant qui va leader le groupe en fait. Donc les joueurs sont à la botte de, je ne sais pas moi, un ministère de Jade, voilà, un haut fonctionnaire qui va leur donner des missions en fait, et ils vont suivre toute l'évolution de ce gars-là. Et effectivement, le mentorat donne pas mal de liberté parce que les joueurs sont toujours un peu cadrés par ce PNJ. Le but, c'est de vraiment dire aux joueurs, même à la création de personnages, hein, vous êtes redevable envers ce PNJ, vous n'êtes pas des traites, ou si vous trahissez, vous savez comment ça va finir, etc. Tout dépend évidemment de l'univers. Si vous faites dans du Warhammer 40 000, un peu comme Darktide, où on vous dit, t'as le choix entre finir ta vie en prison et crever ou faire l'aventure. Évidemment, les gens vont dire, je vais prendre l'aventure, ça me semble plus sympa. Donc voilà, je sais pas si toi tu as déjà fait des scénarios de mentorat, hein, vu que, enfin, inconsciemment on va dire, mais voilà, moi ça se prévoit plus pour les super longues campagnes et c'est de l'assistanat de joueurs à 100% presque. Oui, maintenant il y a certains univers où tu es pratiquement obligé parce que par exemple dans Vampire la Mascarade, dans les Cinq Anneaux, dans Septième Mer, il y a beaucoup d'univers de jeux de rôle où en fait les personnages joueurs n'ont peu rien à voir les uns avec les autres. Ils ont même parfois ils sont presque en guerre limite, ou en guerre froide, ou en conflit les uns avec les autres, ou en concurrence. Et donc si tu veux qu'ils jouent ensemble et qu'ils coopèrent, t'es presque obligé qu'il y ait une autorité supérieure qui leur dit, voilà, si vous êtes les uns avec les autres, c'est parce que vous obéissez à des ordres et que vous devez faire ça. Sinon, tu tombes souvent aussi dans le piège des joueurs qui se trahissent les uns les autres, qui s'assassinent. Ça peut être très marrant aussi, hein, mais au bout d'un moment, quand tu as ton quatrième personnage créé, parce qu'à chaque fois tes compagnons te tuent, t'as plus tellement envie de coopérer avec eux, t'as plus envie de les aider, et les scénarios n'avancent toujours pas non plus, parce que les gens passent leur temps à se tirer dans les pattes au lieu de faire avancer l'histoire. Et c'est une parfaite transition que tu m'offres parce qu'effectivement, ça va être aussi calculer l'osmose du groupe qu'on a en place. Donc c'est un petit peu plus compliqué quand on fait de l'initiation, enfin, des gens qu'on n'a jamais croisés ou quoi. Mais effectivement, moi je t'avoue que en fonction du groupe que j'ai, des gens que j'ai et que je connais un minimum ou pas, j'ai tendance à me dire, ok, par exemple, si je sais que je joue par exemple avec des enfants, ils ont très vite ce côté très terre à terre pragmatique.
du style, on n'a qu'à le torturer. Et effectivement, il n'y a pas encore eu toutes ces constructions sociales. Quand je joue à Tiny, par exemple, c'est un sorte de Toy Story, un univers Toy Story. Voilà, quand je joue avec les enfants, je leur dis, voilà, vous êtes dans le monde des rêves et des cauchemars. Donc les cauchemars, en gros, il y a un côté très méchant. Mais le cauchemar, ça part toujours de quelque chose, et c'est cette chose qu'on essaye de rétablir, quoi. Et donc, ça permet de faire tout un cheminement, mais effectivement, si j'ai des enfants en face de moi, je dois adapter mon univers. Je vais pas leur dire, alors les enfants aujourd'hui, Vampire de la Mascarade. Ça va pas être, risque de ne pas être très concluant, on va C'est un dire. univers adulte, hein. Ouais, en plus, enfin, voilà. Et si je leur dis Warhammer 40 000 aussi, bon, même avec des ados, c'est un petit peu compliqué. Même si certains peuvent faire du wargame ou quoi, tu vois, et connaître un peu l'univers en somme, mais voilà, ça va être de l'adaptation. Par exemple, Avatar, le dernier maître de l'air, je trouve que c'est beaucoup plus sympa pour avec les enfants, etc. Mais quand tu vas avec des adultes, ton aventure va être très différente, je trouve. Mais bref, donc personnellement, moi je prépare mon scénario, j'essaye déjà de trouver une idée, une ambiance et une émotion que j'ai envie autour de, voilà, j'ai envie que cet épisode-là, aujourd'hui, j'ai envie de transmettre une certaine émotion. Par exemple, je sais que j'ai prévu que y ait des morts, ou qu'il y ait un PNJ très important qui va devoir se sacrifier, ou ils vont devoir résoudre une enquête. Je vais leur mettre un univers très effrayant, etc. Et donc, est-ce que je veux que mes joueurs aient peur? Est-ce que j'ai envie de jouer avec leurs sentiments? Petite dédicace à mon joueur Cookie, qui est souvent torturé malgré lui dans mes univers. Donc je prépare ma grande ligne rouge, les quêtes, aller sauver la princesse, récupérer un objet, etc. Je prépare mes PNJ clés. Et je choisis un peu sur quoi je vais du coup mettre l'accent. Donc est-ce que ça va être une aventure sur le combat? Ou est-ce qu'il y aura des combats anecdotiques? Est-ce que ça va être une longue enquête avec des indices que les joueurs ne vont jamais trouver et qu'on va devoir chercher à gauche, à droite? Voilà. Parce que effectivement, quand on prépare tout ça, je suppose que c'est plus ou moins la même idée pour toi, Ben, mais euh, sans détour, il y a une chose qu'on doit absolument chaque fois préparer, c'est les incontournables, hein. Les rencontres. Les rencontres. Et donc, j'en ai fait un petit tri. Je me suis dit, voilà, on peut les ranger par catégorie. Il y a donc la catégorie combat. Rien de très compliqué, hein. Vous avez prévu leur perso, leur joueur. Il y a les combats. Alors, les combats, il faut aussi pas se tenir, je trouve, à 100% ce qui est écrit dans le bouquin. C'est-à-dire que, exemple, vous allez jouer à 7ème mer. C'est un jeu très narratif. Donc le jeu en lui-même pousse les joueurs à narrer plus leur combat. Donc le rendre plus vivant que juste dire ah il y a un gobelin, j'avance de 3 cases, je le tape. Non, c'est comment est-ce qu'on le tape, comment est-ce que l'agencement de la lumière de la pièce, est-ce que quelqu'un a un bouclier miroir qui pourra aveugler les adversaires, donner des petits bonus, des mouvements. Euh, Il y a aussi tout ce côté il faut pas priver, je trouve, la narration aussi pour le côté combat, règles pures. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé et qui est assez frustrant pour les joueurs. Voilà, vous avez un groupe qui est devant vous, le grand méchant est devant lui. Bon, si le grand méchant tire le tapis sous vos pieds, voilà, vous faites un jet de réflexe. C'est pas spécialement prévu dans le jeu, mais on va dire que ça coule de source, c'est plutôt sympa, ça donne une bonne ambiance, voilà. C'est toujours la règle du oui, il faut dire oui aux joueurs, oui, mais il y a toujours un jet au pire, avec des stats impossibles à passer, où le joueur va faire une réussite critique et ça va foutre tout votre scénario à l'eau, mais c'est un peu l'exercice. Au niveau combat, t'as des petits conseils à donner, toi, Ben? Les combats, pas spécialement, il faut toujours que les combats soient intéressants, pas juste taper les combats pour dire je fais du remplissage, ça je sais que ça va les occuper 45 minutes pour tuer ce gros tas de points de vie, et pendant ce temps-là, ils Ah jettent oui, des le dés, moi j'ai célèbre la tas de paix. points de vie. Ça c'est une première chose, enfin essayer de motiver les combats.
Maintenant, les combats, il y a des jeux de rôle qui sont entièrement basés pour ça. Il y a des groupes de joueurs qui jouent vraiment presque comme un jeu de plateau plutôt que comme un jeu de rôle et qui font du porte-monstre-trésor, comme on appelle ça, ou en version vulgaire de l'OTP, ouvrir, taper, prendre. Donc j'ouvre la porte où il y a un piège, je rentre dans la pièce, je tue les monstres et puis je prends le trésor que les monstres gardaient, et ainsi Ok, de je fais suite. un portail de l'autre côté, je lance une boule de feu. Il y a des gens, c'est leur trip, hein, c'est pas du tout une critique, ça peut être des parties assez amusantes aussi, mais alors ils aiment bien les systèmes de règles bien épais avec des cases, des portées, etc. Et là, on sort un petit peu de l'improvisation pour être vraiment dans du très structuré. Sinon, les combats, toujours, pas hésiter à tricher quand on est maître du jeu, c'est un drôle de Ouais, les conseil. célèbres loups qui tuent des samouraïs Ouais. parce qu'ils font des, Ah des, ouais. des réussites critiques. Tuer un joueur juste parce que voilà, il a vraiment pas eu de chance sur 3 jets de dés différents et que nous, bah, on a eu beaucoup de chance et que bah, il a entre guillemets pas fait d'erreur, mais il a juste eu un manque de chance monumentale et il s'est fait tuer. C'est un peu débile d'arrêter la partie d'un joueur juste pour ça. Pareil aussi quand on sent qu'un combat est trop facile. Parce que bah, les joueurs sont beaucoup plus forts que ce qu'on avait prévu. On s'était dit, bah, ce combat-là, il était quand même censé les occuper un moment ou au moins leur opposer un peu de résistance. Pas hésiter à peut-être faire intervenir des renforts ou alors à renforcer un petit peu en cachette les monstres. Inverse aussi, si un combat est trop difficile et qu'on sent que les joueurs le passeront pas, on peut un peu tricher pour essayer qu'ils s'en sortent quand même, parce qu'on se dit, bah, voilà, on n'a pas envie que la partie s'arrête ce soir juste parce que finalement, on a un peu sous-évalué la puissance d'un monstre ou surévalué celle des joueurs et que ça se passe pas comme on l'avait espéré, quoi. Ouais, ou un joueur décide de faire une Sangoku en mode vas-y Piccolo, fais-le. Ça peut être très drôle mine de rien. Ça donne beaucoup plus de sens, je trouve, au combat. L'autre catégorie, c'est tout ce qui est rencontre sociale. C'est-à-dire, bah, vous allez croiser un marchand et les joueurs vont prendre une plombe sur le marchand. Ensuite, ils vont essayer de le voler, de le détrousser. Ils vont ensuite lui indiquer la mauvaise route. Ils vont l'emmener exprès sur le côté bandit et attendre qu'il se fasse embusquer par les bandits pour aller l'aider pour toucher une récompense. Enfin voilà, ce genre de choses. Ça, c'est les rencontres sociales. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, Hein. ça peut être Essayer de soutirer les informations à quelqu'un qui n'a absolument pas envie de vous les donner, c'est une technique aussi. Après, ou qui n'a aucune ou qui n'a information. aucune information, les emmener sur des fausses pistes, c'est drôle Parle, aussi. parle, qu'est-ce que tu as à dire? Mais je n'ai rien, justement. C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui a un secret. Voilà, c'est ce genre de choses. Ensuite, vous avez tout ce qui est embûche. Donc, dans embûche, effectivement, c'est tout ce qui est pas spécialement combat, mais ça peut être des événements naturels. Ça peut être une avalanche, un feu de forêt, des pièges, un gouffre à passer, le célèbre gouffre à passer. Voilà, plein d'autres choses comme ça, où les joueurs vont être face donc effectivement à quelque chose à surmonter ensemble ou pas. Hein, il y a plein de joueurs qui ont fait bon ben moi je vole de l'autre côté, je vous attends et je copie. C'est souvent ce qui donne le lieu à les plus belles parties d'improvisation, hein, les embûches. C'est une bonne technique aussi, je trouve, quand on crée un scénario, c'est de créer un problème en se disant voilà. Par exemple, on leur dit vous devez être demain à tel endroit, en sachant que juste par les moyens de transport conventionnels, ils ne peuvent pas y arriver sur un temps aussi court. Et vous n'avez pas de solution, en fait, donc vous les laissez trouver, et ils vont trouver une solution de toute façon. On va piquer la locomotive du vieux Jenkins et on va la faire exploser, enfin on va lui mettre tellement de charbon, peu importe, mais on n'aura jamais vu la locomotive de vieux Jenkins aller aussi vite. Ensuite, il y a tout ce qui est rencontre plus lore, exploration. Donc c'est-à-dire, bah, vous allez tomber sur le Grand Canyon, sur voilà, vraiment quelque chose qui est sur le lore, un côté plus narratif ici, du style, ben voilà, vous allez descendre le long de la vallée, et sur le chemin de la vallée, vous allez croiser le vieillard qui va vous dire et vous allez faire ah c'est super important, alors qu'en fait il a juste perdu son dentier et il voudrait que vous le récupériez. C'est le genre de... C'est un petit peu plus compliqué, mais alors ici, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les catégories peuvent être mélangées. Hein. Vous pouvez avoir une embûche avec un combat, une rencontre sociale avec un combat. Vous pouvez avoir aussi ce que j'appelle les événements d'usure. Alors, les événements d'usure, c'est
clairement aller taper là où ça fait mal chez vos joueurs. C'est-à-dire que, bah les gars, vous n'êtes pas arrêtés depuis 3 jours. Vous commencez à tomber dans les pommes parce que vous n'êtes pas reposé, vous n'avez pas bu, vous n'avez pas mangé. Ah ouais, mais on l'avait dit. Bah non, on vous avez dit on s'arrête pas. Alors, je vous prends au mot. Voilà, c'est ce genre de petites choses. Alors, les événements d'usure, c'est plus, c'est pas genre un événement fixe, ça peut être sur une longue durée, hein, ça peut être aussi plusieurs combats d'affilée, hein, c'est aussi un type d'usure, c'est de dire, ah ben, vous croisez un gobelin, puis vous en croisez 2, puis vous en croisez 3, puis vous en croisez 4, puis vous en croisez 20, et donc, au début, les joueurs, ouais, il y a un gobelin, boule de feu, et puis arrivé à la fin, il a plus de boule de feu. Alors qu'il en aurait eu bien besoin pour les 20 gobelins. C'est le genre d'événement que tu fais souvent, toi, les événements d'usure, ou Oui, tu... je trouve ça intéressant de temps en temps, ça donne un peu de réalisme à un univers aussi, quand on dit bah, tout d'un coup, bah tiens, ton personnage, ça fait 3 jours que vous êtes en forêt, il n'y en a aucun qui a pensé à cueillir des champignons, peut-être que vous avez faim maintenant. Après, ça dépend des univers et de la partie aussi. Il y a des univers où on n'a pas envie de s'embêter avec ça. Quand on joue typiquement à Star Wars, ben, j'ai pas envie que mon personnage dans Star Wars, toutes les 2 heures, je dois dire ah, au fait, je fais une pause pipi parce que sinon je vais être embêté pour le prochain combat parce que j'aurai la vessie pleine. C'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de voir. Mais oui, de temps en temps, quand on sait que par exemple, ou que c'est vraiment bien dans le contexte, les joueurs doivent traverser un désert, bah forcément, quand on traverse un Je suis désert, sur Tatooine, voilà. à un moment donné, il va falloir quand même trouver de l'eau. C'est quand même un des dangers qu'on s'attend à trouver dans le désert, donc ça fait partie intégrante de l'environnement. Donc ça, c'est bien de le gérer aussi. Ou Non, comme c'est dans sûr. Dune. C'est sûr que de faire dresser un tableau avec des petites cases que les joueurs doivent décompter toutes les heures où ils enlèvent une dose de ration, une dose, ça va peut-être pas amuser grand monde. Maintenant, si Ouais. vous êtes ultra simulationniste, pourquoi pas, si c'est votre délire. Y a pas de limite de toute façon. C'est comment cette émission qu'elle s'appelle où le mec, peu importe où on l'envoie, il trouve toujours des trucs pour survivre, là. Men versus Wild ou quelque chose Merde comme ça. versus Wild, là, comme ça, ouais, non, mais t'inquiète, on va se faire Bah, une tente en peau de chameau. dans beaucoup de jeux de rôle, d'ailleurs, il y a dans les arbres de compétences, il y a des compétences qui s'appellent survie ou chasse ou etc. Où justement, ton personnage est capable, un peu dans n'importe quelle situation, de trouver de quoi survivre. Et justement, c'est ça qui est magique en fait avec les incontournables, c'est que vous allez jouer sur les compétences de vos joueurs. Et donc, peu importe, vous pouvez les mixer un petit peu comme vous voulez. Hein, on vous a donné pas mal de petits exemples ici, mais ça va être surtout de. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire 2 fois les fiches de perso. Une que le joueur va garder devant lui et une que j'ai devant moi. Donc la sienne va évoluer. Au pire, moi j'ai un peu ses stats de base, l'idée du personnage, en quoi il est fort et surtout en quoi il est faible. Et du coup, si j'ai envie de pimenter un petit peu, je vais aller taper évidemment dans les compétences où ils ont rien mis dedans. Ça, c'est j'ai vraiment envie de les faire chier. A posteriori, si j'ai envie que, ben voilà, ça fait 3 séances que mon voleur n'a rien à pouvoir voler, n'a rien à pouvoir crocheter, n'a pas d'infiltration, je vais quand même lui dire au bout de la 3e séance, bon, on va lui mettre une petite séance d'infiltration, quoi. On va lui mettre un petit crochetage, voilà, on va mettre des pièges, etc. Le but, c'est évidemment d'offrir un maximum d'interactivité avec chacun de vos joueurs en fonction des fiches qu'ils ont aussi. Parce que bon, je joue à Star Wars. Ah, je prépare que des combats de vaisseaux. Il n'y a pas de pilote. Bon, t'es un peu embêté. Il y a toujours moyen. Tu peux trouver un PNJ, etc. Et ils font des combats dans les vaisseaux. Ok. Il y a personne qui est doué en mécanique, personne en informatique, personne en combat. On se demande à quoi servent leurs persos, mais voilà. Il faut voir votre scénario aussi par rapport, comme j'ai dit, pas aux joueurs, quoi. Si vos joueurs ont tous prévu de jouer des Mandaloriens, ben vous allez pas leur dire ah bon ben voilà aventure dans un temple Jedi, tout va bien se passer avec la Force tout ça. Bon, vous allez surtout avoir beaucoup de gens qui vont être là This is the way. Bouah. C'est vrai que c'est un conseil qu'on n'a pas donné, mais de commencer par demander aux joueurs
ce qu'ils veulent jouer dans l'univers que vous allez masteriser pour pouvoir justement faire le scénario en fonction d'eux. Comme tu viens de le dire, si tu as un groupe de joueurs qui sont uniquement des gros barbares avec des épées à deux mains et qui sont là à quatre, leur mettre que des scénarios d'intrigue sociale où ils doivent, ça peut être très drôle, hein, mais c'est peut-être pas pour ça qu'ils sont venus. Ils ont peut-être envie de se défouler et de taper dans du monstre. À l'inverse, s'ils jouent tous des voleurs ou des courtisans ou ce genre de choses, leur mettre que des scénarios où ils doivent aller au fin fond d'une grotte combattre un ours pour récupérer le collier magique du vieil homme, ça va peut-être pas les intéresser non plus. Oui, après, tuer les concepts, ça peut être très rigolo, mais voilà, faut pas que ce soit long. Si vous avez prévu votre campagne sur Tatooine avec que des éléments de survie et que personne n'a pris de la survie, ben ça va être dur, ça va être pénible, et au bout d'un moment, les joueurs vont être là, bon, en fait, il fait que taper dans les trucs où on n'a rien, donc en fait, mon personnage est inutile, en fait. Oui, c'est ça. Si vous avez un de vos personnages qui est un hacker et que vous passez systématiquement votre temps à faire vos campagnes au fin fond d'un marais où il n'y a pas un élément de technologie, ben, votre petit hacker, il va se sentir vraiment comme un... Ou la Comme... célèbre magie du je tire dans le cadenas, ça s'ouvre ou ça se ferme. Voilà, exactement. Ça, c'est propre à Star Wars, pas besoin de Les hacker. interrupteurs laser. Euh, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aussi mettre en commentaire c'est quoi votre incontournable le plus sympa. Voilà, le petit truc. Moi, par exemple, le coup du gouffre, sous toutes ses variantes, hein, ça peut être un gouffre, un vide, un truc à passer d'un point A à B, et il y a un truc qui les empêche de passer, quoi. Alors, ça, c'est tel quel. Là, habituellement, j'ai mon truc où les joueurs font tout et n'importe quoi. C'est là où je me marre souvent. Parce que les joueurs font, bon, on leur a donné des outils, hein, on a donné par exemple une corde, une flèche, un grappin, des trucs comme ça, mais non, les joueurs ils vont faire la catapulte avec le grappin, ils vont utiliser ça pour faire une catapulte, et arriver de l'autre côté ils font ah merde, et pour repasser de l'autre côté il faut quoi? Ben une catapulte, mais on l'a laissé de l'autre côté, ah merde, ça c'est le genre de choses qui me plaisent. On va aussi maintenant pour finir, vous présentez chaque fois un univers, parce que vous avez entendu qu'on cite beaucoup d'univers. Un univers et une petite anecdote chaque fois avec. Donc voilà, on va faire le tour de quelques univers. On va pas tous les faire parce que il y a tellement d'univers de JDR et on n'a pas encore tout joué que c'est un petit peu compliqué. Donc je vais tricher, je vais commencer comme ça. Ben va pouvoir un peu suivre. Donc par exemple, Vampire de la Mascarade. Alors, le monde tel qu'on est le même, sauf que les vampires existent, mais il y a une mascarade. Vampire de la Mascarade. La mascarade, c'est haha, les vampires en fait n'existent pas et ils vivent cachés aux yeux de la société, mais en fait c'est eux qui contrôlent une grosse partie de la société. Enfin, il y a toutes des nuances là-dessus. Voilà, cet univers-là se tourne autour de ça, des intrigues politiques, autour de cette mascarade de vampires, pour dire bah les vampires n'existent pas, donc on sait que les vampires existent, il y a d'autres trucs qui existent, hein, des loups-garous, des magiciens, etc. Mais l'univers est vraiment tourné autour des vampires. Et une anecdote de JDR que j'ai adoré de jouer dans Vampire de la Mascarade, c'est les gens ne savent pas que vous êtes des vampires. Et donc moi c'était une séance on me donne rendez-vous dans une auberge, donc je me rends dans une chambre privée avec quelqu'un qui décide de prendre son pistolet et me tirer dessus. Sans plus d'explication, son but c'était de m'assassiner parce que j'en savais trop. Sauf que je suis un vampire, les balles ne me font rien, donc mais je décide de jouer la comédie et de faire le gars qui crève en mode oh non, oh je meurs, oh je rejoins mes ancêtres, Louis Jouvès, toi. Et puis je fais la petite technique d'interrogatoire du style avant que je meure, dis-moi qui m'a tué et pourquoi. Et le gars enfin voilà, un petit jet de persuasion évidemment. Je réussis et le gars me déballe tout en mode bon de toute façon il va crever et là vous vous relevez parce que vous êtes un vampire, vous en avez rien à foutre et vous butez le gars et voilà, c'était la petite anecdote autour de ce JDR, voilà. Ben, tu veux présenter un autre JDR, celui que tu veux, t'en connais suffisamment, avec une petite anecdote avec. Nous, en jeu de rôle, ce qu'on joue beaucoup, enfin, ce qu'on a pas mal joué, c'est Septième Mer.
Ça, tu as participé pas mal. Et nous, dans notre groupe de joueurs, on avait un joueur qui avait décidé qu'il voulait se prendre un trip un peu façon Zorro. Septième ère, c'est un jeu de KPDP, on joue des mousquetaires, des pirates. Vous pouvez un peu jouer Jack Sparrow ou D'Artagnan si vous avez envie. C'est le genre de jeu de rôle où on se balance à des lustres pour passer au-dessus des gardes. Et Le jeu de rôle, en tout cas, est prévu pour voilà, c'est ça. ça. Le but, C'est c'est de s'amuser vraiment... en faisant des pirouettes avec une épée ou en passant l'abordage de navire ou en se battant contre les gardes du cardinal, ce genre de choses. Et dans notre groupe de jeux de rôle, on avait un rip-off de Zorro qui s'appelait la Tulipe Noire. Et systématiquement, partout où on passait, il voulait marquer son empreinte de super-héros. Donc, quand on faisait une mission, il essayait toujours de marquer, soit de laisser sa carte de visite ou de hisser un drapeau aussi. pour dire qu'il était là et qu'il avait fait quelque chose, pour essayer de créer sa propre légende. Et c'était marrant, ça faisait un peu une quête secondaire dans l'histoire principale, puisque en petit filigrane, à chaque fois, il y avait ces petites interventions, c'était assez marrant. Et puis au Et final, on a joué là-dessus, ils arrivaient à certains endroits et les gens le reconnaissaient en faisant «Ah mon Dieu, c'est la tulipe noire!» la célèbre, oh mon Dieu, tenez, prenez mes enfants, quoi. Mais non, moi j'en veux pas. D'ailleurs, tu fais bien, il y a un petit conseil dans cette anecdote aussi, c'est effectivement, ça, on rebondit sur faut pas refuser ce que les joueurs amènent à table. C'est justement, c'était une très grande richesse, comme tu as dit. Il a amené ce côté tulipe noire. J'ai envie de jouer ça. J'ai envie qu'on suive mon délire. Et on a suivi. Enfin, nous, on joue aussi nos personnages. Hein. Chacun avait sa petite anecdote autour, avait son petit personnage, etc. Mais on participait aussi au BG commun du groupe, mais aussi à celui de la tulipe noire. Et c'était ça qui était très chouette, justement. C'est Et de ça que, qu'on se rappelle au final, hein, ces anecdotes-là. je vais en faire un petit dernier, comme ça, 3 ça me semble pas mal. Moi, ça va être la légende des 5 anneaux, parce que bon, voilà, la légende des 5 anneaux, je crois qu'on en a suffisamment parlé. Et bon, vous présentez le JDR Star Wars, bon, l'univers Star Wars, Et plus voilà, connu. est plus connu. Légende des 5 anneaux, c'est un peu plus niche. Donc, Légende des 5 anneaux, c'est du médiéval fantasy, mais basé sur tout ce qui est culture de l'Asie, mais beaucoup plus sur Chine, Japon, Corée. Et donc, la principale occupation dans la légende des 5 anneaux, c'est que la plupart des gens jouent des samouraïs ou des shugenja, qui sont en fait des magiciens, etc. Et tout se joue sur le rang social, en fait. Il y a quelqu'un au-dessus de vous, il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous, sauf si vous êtes l'empereur. L'empereur, c'est Dieu sur Terre, etc. Et vous avez tout un code du Bushido à suivre avec beaucoup d'événements en fait culturels autour de ça. Donc c'est un univers très riche en fait à découvrir, qui permet de découvrir pas mal sur la culture chinoise, coréenne, japonaise. Et effectivement, tout se joue sur le statut en gros en fait. Bon, il y a l'anecdote type qui donne dans les bouquins au début, c'est du style, bah si vous avez votre chef, votre daimyo qui vous dit donc le chef de la région qui dit ah je suis le meilleur guerrier du monde, ben si vous êtes son sous-fifre, on va dire ça plus ou moins comme ça, hein, si vous êtes son samouraï, vous allez dire oui, vous avez raison. Mais vous pouvez le dire avec une certaine finesse. Vous pouvez dire par exemple, bah, si le gars en fait il dit ça, mais et qu'en fait c'est un mec qui fait 150 kilos et qui même soulever son sabre c'est déjà un effort pour lui, vous pouvez répondre oui effectivement vous faites de l'ombre à tous vos ennemis et Vous prenez beaucoup de place sur le champ de bataille. voilà, ce genre de petites choses. Et alors, il ne pourra pas vous châtier pour ça, mais vous allez bien faire comprendre que bon, c'est un peu déshonorant ce qu'il fait au final. Mais c'est ça toute la complexité, c'est qu'il y a des moments où peu importe ce que vous allez faire, ce sera pas bon. Le code du Bushido bloque quelque part, et il y a un côté très dogme qui fonctionne pas en fait. Et l'anecdote autour de ça, j'en ai des milliers, hein, mais c'est quoi aide-moi Ben, il y en a tellement que j'ai en tête que je ne sais pas laquelle choisir en fait. Il y a C'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup joué. Moi, j'ai beaucoup masterisé les 5 anneaux, mais
Bon, on a eu des belles anecdotes, on a eu ton personnage qui a dû se retirer pour cause de mariage, par Ah exemple. oui, Ça, voilà, c'était une belle fin pour un personnage, je trouvais, ouais, ouais, un de mes premiers personnages qui est retiré, il meurt, mais il ne meurt pas vraiment Non, en il est fait. pas mort, mais en tout cas, on a arrêté de le jouer parce qu'il était un peu arrivé au bout de son chemin et Sacré dumping social, hein, quand même. Fouf. Et j'ai dû jouer ça jusqu'au bout, quoi. Mais voilà, une réussite critique. Ou non, voilà, je sais l'anecdote. On avait un samouraï qui, donc la particularité de la légende des 5 anneaux, c'est qu'il y a des désavantages et des désavantages avec le personnage. Donc vous pouvez donner exprès des difficultés à votre personnage. c'est vivement recommandé. C'est vivement recommandé parce qu'en fait ça pimente très vite l'histoire. Bon alors le but c'est pas de le mettre aveugle, confus, sonné, avec 2 bras en moins et une jambe. Bon ça vous le jouez pas en fait. Mais vous pouvez, par exemple, un des joueurs, il s'envoyait toujours de l'eau au visage. Il avait besoin de ce contact avec l'eau assez souvent. Mais des fois, c'était compulsif. Donc il rentrait il allait au village du coin, il voyait un puits, il devait se foutre de l'eau sur le visage, quoi. Alors, mais alors, ça a l'air un petit peu rigolo comme ça, mais alors quand vous avez des grands banquets avec toute la haute aristocratie et puis qu'on ramène les rince-doigts et qui se sent obligé de s'en foutre sur le visage, c'est encore plus rigolo quoi, parce qu'il doit lutter contre lui-même, surtout je crois qu'il avait mis des avantages ultra hauts. Donc Oui, le c'était jet très qui devait, difficile pour lui d'y résister, hein. c'était très difficile pour lui d'y résister et il avait même ses manques quand il avait plus assez d'eau quoi. Donc, vous pouvez par exemple ici ça jouait souvent sur l'événement d'usure justement sur la soif parce qu'il piquait dans nos gourdes et tout pour se foutre de l'eau sur le visage parce qu'il en avait besoin quoi. Voilà, ça c'est la petite anecdote autour de ce jeu de rôle. Voilà. Un petit mot de la fin Ben? Que la force soit avec vous. Ouais, ouais, effectivement, que la force soit avec nous. Donc merci à tous d'avoir écouté et n'hésitez pas à déposer des commentaires, à les prochains sujets que vous voulez écouter. Si voilà, si vous souhaitez venir participer au podcast et que vous n'êtes pas trop loin, pourquoi pas, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. On n'hésite pas à mettre le petit pouce, l'étoile, le petit cœur, Enfin, je vois que tout tu as ça. monté ta compétence réseau social. Ouais, exactement, parce que on veut éclater les scores. Merci à tous et une bonne journée. Des Au revoir. critiques